Bonsoir à tous. À la une de ce journal, un grave accident mortel de la circulation est survenu sur l'axe Banganté-Foumbot. Le bilan provisoire fait état de 5 morts, dont un nourrisson de 9 mois et plusieurs blessés graves. Tous étaient passagers d'un bus gros porteur disposant de problèmes techniques, défaillance du système de freinage et roulant à vive allure. Vous allez suivre dans ce journal des témoignages des rescapés qui font état de ce que ces problèmes techniques étaient bel et bien connus du chauffeur durant le voyage à destination de Yaoundé. La situation sanitaire liée au coronavirus se dégrade au fil des jours au Cameroun. Des cas de recontamination se multiplient et d'autres cas graves inquiètent des spécialistes de santé publique. Cependant, aucune nouvelle mesure n'est prise pour juguler la deuxième vague d'épidémie meurtrière. Nous ferons le point au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Ils étaient loin d'imaginer un voyage vers l'enfer. En provenance de Koutaba et à destination de Yaoundé, les passagers d'un bus gros porteur de la compagnie Avenir Voyage ont été victimes d'un grave accident mortel. La scène s'est déroulée dans la nuit de dimanche à ce lundi. Le bus a dérapé et s'est retrouvé dans un ravin après avoir fait plusieurs tonneaux. Le bilan est lourd, plus de 5 morts, dont un nourrisson de 9 mois. Parmi les rescapés, un passager ayant observé que les défaillances techniques à l'origine de cet accident étaient bel et bien connues du chauffeur durant le voyage. Le récit des faits avec Mama Soufor et Leclerc Sakem. Un cœur des morts sur la route de l'Ouest ce week-end. Le drame s'est produit sur l'axe Foumbot-Banganté au lieu du Fossam, impliquant un bus de transport interurbain appartenant à l'agence Avenir Voyage. La défaillance du système de freinage est à l'origine de cet accident, comme en témoigne ce rescapé. Ils ont commencé à demander la clé 10. Ils ont demandé, c'est moi qui tiré l'attention que me voulait faire payer la clé 10. Je dis que j'ai dit que j'ai la clé 10, j'ai la caisse de clés. Il dit, tiens, c'est bon. Attends, traverse le concours, tu me le donnes. Dès qu'il traverse le concours, il demande que il donne la clé 10. Il dit que je fais devant. Quand il dit devant comme ça, il ne parle plus, on continue devant. Maintenant, il cause avec le motoboy, Après, maintenant, il fait peinture le femme parce qu'il est en train de le regarder. Il fait peinture le femme comme ça, il n'y a pas. Il commence à créer merde de peinture 2 fois, il n'y a pas. Il envoie la voiture en boost, il ressort la voiture. Il envoie encore la voiture en boost. La voiture frappe maintenant vers la boost. La voiture continue. Ça continue, moi il m'accroche en bas, il m'accroche. La voiture tape l'arbre. C'est l'arbre qui fait la voiture inclinée. Pas la voiture voulait avant que la voiture inclinée. S'en suivra une mobilisation tout azimut. Nous avons procédé à l'évacuation des blessés. Nous avons également mobilisé toutes nos équipes pour transporter dans les hôpitaux de référence. En l'occurrence, le centre de santé de Fossan, l'hôpital du district de Foumbot, avec l'aide du district de santé, référer tous les blessés en état de référence à l'hôpital régional de Bafoussam. Le directeur de l'hôpital du district de Foumbot, qui a reçu les premières victimes, dresse ici le bilan. Nous sommes sur le qui-vive depuis 1h du matin à cause de l'accident qui a eu lieu sur la route Fosset-Baganté. Je ne vais pas dire que nous avons reçu toutes les personnes qui étaient dans cet accident. Nous avons reçu 42 personnes, et parmi lesquelles il y avait déjà un mort. Au total, 43 personnes sont passées ici, mais une personne était déjà morte à l'arrivée. Malheureusement, dans la prise en charge aussi, on a perdu un bébé en cours de soins, bébé de 6 mois. Parmi le reste des patients, on a évacué déjà 5 sur Bafoussam et nous sommes restés avec 35 qui sont dans un état stable. Ceux qui étaient décédés sur le lieu de l'accident ne sont pas arrivés ici.
l'hôpital de district de Foumbot n'ayant pas de mort. Pour l'heure, le bilan est de 5 morts et 43 blessés. Le gouverneur de la région de l'Ouest est descendu sur le lieu de l'accident et au chevet des rescapés. Un accident qui survient alors que l'agence impliquée n'a pas encore totalement purgé la sanction qui lui a été récemment infligée par le ministre des Transports après un autre accident qui avait causé la mort d'environ 40 personnes en fin d'exemple 2020. Pourtant, le personnel de cette agence venait d'être recyclé. Et le gouverneur de l'Ouest a adressé les condoléances du président de la République aux familles endeuillées et des souhaits de réconfort aux blessés. Dans son communiqué, Awa Fonka Augustine pointe un doigt accusateur sur ce bus, gros porteur de l'agence Avenir Voyage, impliqué dans ce grave accident mortel ayant coûté la vie à au moins 5 Camerounais. Et le gouverneur précise que c'est un bilan provisoire. Parlons à présent du démantèlement d'un réseau de siphonnage des bouteilles de gaz domestique dans un entrepôt situé à la sortie est de Douala, là où des individus ont été surpris en train de manipuler du gaz domestique et de réduire le volume de ce gaz dans les bouteilles qui sont destinées aux ménages. La pratique est devenue monnaie courante et c'est une saisie record de près de 600 bouteilles de gaz domestique, des bouteilles de 12 kg, saisie qui a été faite dans cet entrepôt durant le week-end à Douala. Le récit des faits avec Georges Mitterranda, Innocent Abega et Julienne Berthe-Bissaye. Sur cette image, Dipanda Patrice et Défaut Anatole, deux compères pris en flagrant délit de siphonnage d'une cargaison des bouteilles de gaz. Leur interpellation par la police fait suite à cette vidéo qui circule depuis des jours sur les réseaux sociaux. Leur activité consistant à diminuer la quantité de gaz dans les bouteilles de 12 kg destinées aux ménages. Également en leur possession, un arsenal de travail pour receler les bouteilles trafiquées. Alertés par la vidéo, les éléments de la brigade départementale de contrôle et de répression de la fraude dans le Vouri ont fait des pieds et des mains pour repérer cet atelier clandestin à Yassa, à la sortie est de la ville de Douala. Nous allons les saisir réellement et nous allons les mettre à la disposition de la police judiciaire pour les besoins d'enquête parce que ceux sur qui on a pu mettre la main, ce n'étaient que les exécutants. Certainement, la police va mener son enquête pour connaître ceux qui se cachent derrière cette activité-là. Pour la délégation régionale de l'eau et de l'énergie, les produits saisis feront l'objet d'un contrôle qualité avant sa mise sur le marché. Après l'expertise, s'ils savaient que le produit qui est à l'intérieur de bonne qualité, ils seront vendus aux enchères à partir de la procédure que le gouverneur, qui est le président de la cellule de lutte contre la contrebande, va mettre sur pied. Un des marketeurs arrivés sur le site invite les consommateurs à plus de vigilance à l'achat de leurs bouteilles de gaz. Nous profitons de cette occasion pour aussi faire un appel à tous les clients, à tous les consommateurs du gaz, puisque c'est de ça qu'il s'agit, que lorsqu'ils viennent dans un point de vente, il faut qu'ils exigent qu'on passe leur bouteille de gaz sur une balance. Parce qu'en réalité, ils devraient avoir le poids exact du produit qu'ils achètent. Si jusqu'ici, la provenance de ces camions reste encore inconnue, l'entrepôt est désormais sous-scellé et les deux infortunés détenus pour besoin d'enquête approfondie. Au-delà de ce fléau de siphonnage des gaz domestiques, il se pose à Douala l'épineux problème d'assainissement du secteur des mototaxis. Une énième rencontre s'est tenue dans les services du gouverneur. Samuel Dieudonné Iva Adibois a frappé du poing sur la table, exigeant que les leaders syndicaux puissent ramener de l'ordre dans leur rang. Il a été question d'identifier les conducteurs de mototaxis, de procéder à la distribution des chasubles, mais certains d'entre eux restent sceptiques quant à ces nouvelles mesures visant à assainir le secteur des mototaxis dans la ville de Douala. D'autres détails avec Dallas Kana et Cédric Ding. Il n'est pas question que Douala soit pris en charge par des bandits, donc la ville de Douala n'est pas réservée à ceux qui viennent faire du désordre. Le message du patron de la région du littoral à l'endroit des conducteurs de mototaxis de la ville de Douala est on ne peut plus clair. La rigueur sera de mise. Le processus d'assainissement de ce secteur d'activité
va désormais passer à la vitesse supérieure. Un ensemble de mesures soumises par les syndicats des conducteurs de mototaxi aux autorités administratives, mais qui tardaient encore à être implémentées. Vous saviez, il y a de cela plus de 11 à 12 ans, il y a eu un laisser-aller dans la région du littoral, où chacun entre dans la ville, il a 500 000, il paye une moto, il envoie en route, il attend son argent. Ça fait plus de 10 ans qu'on est pour parler avec l'administration, qu'à la sortie d'une moto, le propriétaire, le conducteur a un permis de conduire et que la moto a au moins une carte grise et une plaque d'immatriculation. Ça n'a jamais été fait. On a eu toujours à nous traiter des bandits, des voleurs, des braqueurs. La récréation est terminée. Une rencontre entre Samuel Dieudonné Ivara Dibois et les leaders syndicaux du secteur des mototaxis qui intervient alors qu'un autre drame a été enregistré le week-end dernier au quartier Yassa, impliquant encore un conducteur de mototaxi avec en prime un mort sur le carreau. Il faudrait d'abord regretter, n'est-ce pas, qu'une dame meure de cette façon, comme beaucoup d'autres camions dans nos agglomérations, parfois arrivent à écraser des personnes sur les motos. Au sortir de ce conclave, un ensemble de résolutions ont été prises afin de former les acteurs du secteur et rendre plus simple leur identification par les personnes lambda. La réunion d'aujourd'hui, c'était une réunion de recadrage pour rappeler que le secteur de mototaxi, n'est-ce pas, connaît une réglementation assez fournie avec les textes du Premier ministre et autres de transport. Il me souvient qu'il y a quelques jours, nous avons présenté un atelier, on a présenté à la société civile un plan d'action intitulé « Professionnalisation et assainissement du secteur de mototaxi ». Il y a la formation des mototaximens à la conduite et à la citoyenneté. Il aura son permis de conduire. Dans un registre communal, son numéro y sera porté et on leur donnera aussi une choisible visuelle. Seulement voilà, une nouvelle opération coup de poing annoncée en grande pompe plus d'une décennie après la sortie en 2008 de la circulaire du Premier ministre de l'époque, Inoni Ephrem, fixant les conditions et réglementations de l'exercice de l'activité de conducteur de mototaxi. Et malgré la pléthore des mesures appliquées par les différents préfets qui se sont succédés dans la ville de Douala, le mal persiste. Pire, il prend de l'ampleur, rendant même sceptiques certains leaders syndicalistes sur la capacité des pouvoirs publics à endiguer le phénomène. Ça peut être la fin des problèmes si eux-mêmes ils sont sérieux. Nous sommes dans une république et on connaît comment se comportent les administrateurs dans une république. S'ils sont sérieux, moi je dis à qui va entendre que je suis à 24 ans de syndicalisme. On a assez vu dans cette région du littoral. Aujourd'hui où la liberté s'est entièrement transformée en libertinage, on se lève en sapeur-pompier. C'est bien beau. On se lève en sapeur-pompier. Pourquoi? Peut-être parce que le super-maire a initié l'action. Quoi qu'il en soit, les mots du gouverneur de la région du littoral cherchent encore leur chemin jusqu'aux oreilles des premiers concernés. Seront-ils entendus? Qui vivra verra. Loin des taxis et motos en circulation dans les centres urbains et les zones rurales, la localité de Garoua-Boulaye a adopté les tricycles pour la mobilité des populations importées du Nigeria. Ces engins permettent aux exploitants d'engendrer des recettes journalières importantes. C'est le constat que font Emmanuel Diop et Marcelin Gansop dans ce rapport. Pour qui débarque à Garoua-Boulaye, il y a juste deux modes de transport, soit par moto, soit alors à bord des tricycles qui pullulent dans la ville. En raison du chômage rampant, c'est à bord des motos que l'on retrouve le plus de jeunes. C'est devenu leur gagne-pain quotidien et malgré la conjoncture actuelle, due à la fermeture de la frontière avec la RCA, ces jeunes se battent tant bien que mal pour arrondir les angles et ainsi assurer la pitance quotidienne. Il n'est pas eu un emploi à faire comme ça, monsieur, donc on a pas dû sur la moto. En ce temps-ci, avec la frontière qui est fermée, là on est totalement bloqué. On pousse le on met la cale. Auparavant, on travaillait les 7000, 8000, mais maintenant, là, avec les périodes de la frontière, là, tout est bloqué. On ne travaille plus rien. 3000 à peine. Il y a la consommation, il y a les petits transferts et tout, finalement on ne garde rien. Toutes les choses ici à Garamboulaye, ça ne marche plus. Les grands commerçants aussi pleurent. Même nous les taximens aussi nous pleurent. En une journée maintenant, là, si tu sors en 5 heures jusqu'à même à 20 heures, tu peux te retrouver même à 4000,
3000 comme ça. Donc c'est fort. Tu vas consommer, tu vas faire le marché avec tout ça, payer les loyers aussi, donc ça ne va pas. Des motos, il y en a des centaines qui sillonnent les coins et recoins de l'arrondissement de Gawaboulaye. Il y a aussi et surtout ces tricycles qui ne passent pas inaperçus, notamment au centre-ville de Gawaboulaye où on en compte des dizaines. Ces engins à 3 roues qui proviennent du Nigeria travaillent sur un itinéraire bien précis et l'on ne débourse pas plus de 100 francs CFA pour aller d'un bout à l'autre. Nous avons décidé nous aussi de tester un peu. On a l'habitude de prendre les motos à Yaoundé. Ici, on a au moins cette possibilité de s'asseoir dans ces motos à 3 roues. Oui, ça va, on peut dire qu'on est à l'aise, hein, on circule doucement. On a l'abri des intempéries, donc, et puis on est un peu plus en sécurité quand même. Ici, là-dedans, nous sommes très à l'aise. La sécurité est confirmée, on n'a pas de problème, on n'a pas de risque à bord de ces motos VIP à Gawaboulaye. Au lieu de prendre l'engin à 2 roues, il vaut mieux l'engin à 3 roues. Parce que ici dedans tu es à l'aise, alors que l'engin à 2 roues, c'est toi-même qui est la carrosserie de cet engin-là. Alors qu'ici là, ça c'est super. Tu vas dire que tu penses souvent ça, parce que c'est plus... Non, ça se passe un peu bien. Nous sommes en train de débrouiller seulement comme ça là. On prend les gens comme ça à 100 francs, on amène là-bas à base d'Arabie Saoudite, là où les réfugiés dorment. On rentre encore ici. On est en train de faire seulement comme ça. Ces tricycles peints en jaune peuvent transporter jusqu'à 5 passagers, y compris le conducteur. La recette journalière est de 5000 francs CFA que les uns et les autres s'attellent à verser aux propriétaires. La différence étant considérée comme leur salaire. Par jour, là, peut-être même on veut travailler 15 000, 10 000 comme ça. On donne 5 000 à nos patrons. Encore on consomme, c'est seulement comme ça. C'est moins cher. Là, vous payez combien là? On me dit c'est 100 francs. Oui, 100 francs. Environ jusqu'à 5 km. Hein. À 100 francs seulement? À 100 francs seulement. Actuellement, là, je suis en train d'aller au parc à camion. Ça va toujours coûter 100 francs. De là jusqu'à l'heure des terminus, ça serait toujours à 100 francs. Avant la fermeture de la frontière, ces conducteurs se frottaient suffisamment les mains. Mais depuis un peu plus de 2 mois, ils se contentent du strict minimum, en espérant que l'engin ne tombe pas en panne. La frontière a bloqué beaucoup de choses. On est en train de débrouiller seulement comme ça. À Gawaboulaye, ces tricycles ne roulent que sur le bitume, notamment sur l'axe qui traverse la ville, en direction du Grand Nord. Ce qui a l'avantage de les maintenir dans un état de propreté, tout en épargnant les propriétaires de séjours réguliers au garage. Si ce tricycle provient du Nigeria, l'on est émerveillé de constater qu'un Camerounais vient de créer un engin semblable à ceux-là. Benjamin Zébazé, pour ne pas le nommer, est en ce moment l'objet de toutes les curiosités avec son tricycle que l'on voit circuler dans la ville de Tchang. Preuve qu'avec un peu de volonté et les moyens conséquents, le Cameroun peut s'appuyer sur ses inventeurs créateurs pour réaliser des merveilles et ainsi valoriser le Made in Cameroun. Dans l'actualité, les questions de sécurité intérieure étaient au cœur des échanges entre le président de la République du Cameroun et l'ambassadeur de France. Paul Biya a reçu Christophe Guilou au Palais de l'Unité à Yaoundé ce lundi, au terme d'une audience qui a duré 1 heure et 20 minutes. L'ambassadeur de France au Cameroun a déclaré qu'il était porteur d'un message écrit du président Emmanuel Macron destiné au président camerounais. La teneur du message n'a pas été révélée à la presse, mais selon la présidence de la République du Cameroun, le diplomate français et le chef de l'État ont évoqué les stratégies de lutte contre la pandémie du Covid-19 et le soutien français pour combattre ce virus, aider le Cameroun et les pays africains à se procurer des vaccins. Et la situation sanitaire liée à cette pandémie ne cesse de se dégrader au Cameroun. Le ministre de la Santé publique tire la sonnette d'alarme sur son compte Twitter. Il a multiplié les messages pour conscientiser les Camerounais sur cette nouvelle vague d'épidémie meurtrière, évoquant à la fois le taux d'occupation des lits qui est passé de 0,5% à 5% d'occupation et des cas graves également qui sont recensés ces derniers mois dans les principales villes du Cameroun. Mais où en est-on avec l'élaboration ou l'introduction d'un vaccin dans le pays? Élément de réponse avec Nadine Yambou.
Face à une augmentation inquiétante des cas de coronavirus au Cameroun, le ministre de la Santé publique met en garde tous ceux qui continuent de douter de la présence du virus sur le territoire camerounais. D'après le tweet de Manaouda Malachi, la situation sanitaire pourrait basculer à tout moment au regard du taux élevé d'occupation des lits ces derniers jours. Tenez par exemple, on est passé de 0,5 à 5%, soit 158 malades internés dans les unités de prise en charge à travers le pays et 38 sous oxygène. Des révélations confirmées sous cap par des médecins. Ils affirment que les hôpitaux sont au bord de la saturation avec un nombre important de malades de coronavirus. Si la situation sanitaire demeure préoccupante, le ministre de la Santé publique rassure que le Cameroun est à l'abri des nouvelles variantes qui frappent le monde. Le patron de la santé interpelle les Camerounais sur le respect des mesures barrières telles que le port du masque, le lavage régulier des mains et le respect de la distanciation physique. Pour la première fois, Manaouda Malachi s'est prononcé sur l'épineuse question du vaccin qui alimente la polémique. D'après le ministre de la Santé publique, le vaccin n'est pas encore à l'ordre du jour au Cameroun. Il souligne que le conseil scientifique est à pied d'œuvre afin de proposer au gouvernement un vaccin adapté aux populations et les cibles prioritaires en cas d'une campagne de vaccination. À la question d'un internaute de savoir si le vaccin sera obligatoire, le ministre de la Santé publique rappelle que la vaccination n'a jamais été imposée. Elle relève du choix de tout un chacun. Mais il est de la responsabilité du gouvernement de rendre le vaccin accessible. Non sans indiquer qu'il se prêtera au jeu d'une éventuelle vaccination s'il figure parmi les personnes cibles. Alors que l'insouciance des Camerounais prend de l'ampleur sur la réalité de la situation épidémiologique au Cameroun, Equinox Télévision est allé à la rencontre du professeur Hugo Mbachou afin de faire le point sur les cas positifs recensés dans des centres agréés Covid-19. La situation est alarmante selon ce spécialiste de santé publique. Il y a déjà des cas de recontamination et les profils également démontrent une inquiétude sur les cas d'hospitalisation liés à la pandémie de Covid-19. Je vous invite à suivre les explications, le diagnostic que fait le professeur Hugo Mbachou. Depuis quelques semaines, on a de plus en plus de patients qui sont hospitalisés pour Covid-19 et on est en train de revenir à ce qu'on a vu au début de l'épidémie au mois de mars, avril, mai. Si vous allez dans des services d'urgence, dans les services où on prend en charge les malades, vous avez beaucoup de patients qui sont là sous de fortes doses sous oxygène, sous assistance respiratoire. Ils sont dans très mauvais état, malheureusement. Il y a quelques-unes d'entre elles qui vont rester sous le carreau. Donc, ce n'est pas une petite affaire, ce n'est pas de la blague. Les Camerounais doivent se rendre compte que les chiffres qui sont donnés par le ministère de la Santé publique constituent une réalité et adopter un comportement tout à fait responsable pour protéger sa famille, pour protéger son entourage, pour protéger le reste des Camerounais. Parce que la pression monte déjà et nous avons peur que ces centres soient complètement saturés et qu'on se retrouve dans une situation où le patient fait le tour de la ville pour rechercher un espace où il peut être admis pour une prise en charge. Plus de 95% des personnes qui sont hospitalisées dans nos services sont des personnes qui sont malades depuis 7, 8, 9, 10, 14 jours. Très peu de personnes qui consultent tôt rentrent en hôpital parce qu'il s'est aggravé. Même pour les personnes à risque, là, elles doivent être plus vigilantes. Au moindre symptôme, la fièvre, la fatigue inexpliquée, la perte de l'odeur ou du goût, doivent consulter immédiatement et respecter le protocole qui lui sera prescrit par les médecins. Moi, j'ai des patients qui, depuis le début de la maladie, ont été infectés 2 fois, voire 3 fois. Donc, il faut faire attention. Si on a souffert du Covid-19, il faut
par la suite, après la guérison, continuer à respecter toutes les mesures barrières, la distanciation qui sont recommandées par les autorités de notre pays. Et les personnes qui vont être souvent hospitalisées parce qu'ils sont fatigués, c'est une catégorie de personnes encore plus particulière. Ce sont des personnes souvent âgées, au-delà de 50 ans, le risque est un peu plus élevé quand on a au-delà de 60 ans. Ce sont des personnes qui présentent des maladies à la base, des maladies sous-jacentes comme l'hypertension artérielle, comme le diabète, comme l'insuffisance rénale chronique, comme les maladies chroniques du cœur ou du poumon. Ce sont aussi des patients qui présentent une surcharge de poids. Le Covid est très attiré par des personnes obèses, donc dans nos services d'hospitalisation, ils sont là et ils présentent souvent des formes sévères de la maladie. Devant cette explosion des cas Covid-19, aucune nouvelle mesure sanitaire n'a été prise pour juguler cette deuxième vague d'épidémie meurtrière. Le ministre de la Santé publique s'est limité à réitérer les 13 mesures édictées par le chef du gouvernement et prescrites par le chef de l'État. Mais des spécialistes de santé publique estiment qu'il faudrait d'autres mesures plus importantes afin d'éviter cette pression à venir sur les centres agréés Covid-19. Et sur ce point, je vous invite à suivre les propositions faites par le professeur Hugo Mbachou. Oui, le confinement, c'est l'une des mesures les plus efficaces pour la prévention de la transmission du coronavirus. Mais maintenant, c'est une décision assez forte. Certains pays ont observé le confinement, d'autres non. Il y a des raisons particulières dans un contexte qui est celui du Cameroun. Pour des raisons économiques, je suis tout à fait d'accord que l'impact sera très énorme, mais il faudrait quand même qu'au niveau de la population, qu'on observe qu'il y a quelque chose, qu'on sente que le Covid-19, il est là. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on reprenne avec l'interdiction d'un certain nombre d'habitudes que nous reprenons comme s'il n'y avait rien. Quand vous allez dans nos marchés, dans les grandes rues, on ne sent pas qu'il y a cette pandémie dehors. Il faudrait que nos autorités peut-être prennent des mesures qui vont montrer aux Camerounais qu'il y a quelque chose, quitte à interdire un certain nombre d'activités dans les bars, dans les marchés, ou alors réguler le fonctionnement de ces structures-là. Et moi, le coronavirus, il est bel et bien là. Peut-être qu'il faudrait que chacun à son niveau ait un membre dans sa famille qui soit malade pour se rendre compte que la maladie existe, elle est bien là. Il faut se protéger avec les mesures barrières, le port du masque. Dans un taxi, dans un transport en commun, un bus, ainsi de suite, il faut absolument, ça doit être obligatoire. Parce que vous avez quelqu'un qui est à côté de vous, ainsi de suite, quand il parle, comme je suis en train de parler. Donc il y a des virus qui peuvent s'échapper et infecter celui qui est en face de vous. Donc il y a des situations où on doit être obligé de porter le masque. Si vous marchez seul dans la rue, oui, on peut comprendre que vous voulez respirer, ainsi de suite. Mais à partir du moment où quelqu'un s'approche de vous, déjà à 1 mètre, il faut avoir un masque pour protéger. Quand vous avez un masque, si vous êtes infecté, vous limitez la production de virus à votre niveau. Celui qui est en face de vous, même s'il n'a pas de masque et que vous avez un masque, ça vous protège. Le lavage régulier des mains ou l'utilisation régulière de solutions ou de gel hydroalcoolique, il faut respecter la distanciation. Il faut éviter d'aller dans des endroits qui sont attroupés, les rassemblements, les réunions qui ne sont pas vraiment indispensables. Il faut rester chez soi et attention, un test peut être négatif alors que c'est vraiment le coronavirus. Donc ça, c'est pour ceux qui vont faire des tests de façon volontaire. Même si votre test est négatif, il ne faut pas exulter et dire c'est pas le coronavirus pour traiter d'autres choses. Ce qu'il faut faire, c'est de voir un médecin. Parce que le médecin, il connaît le coronavirus, il connaît le paludisme, il connaît la fièvre typhoïde. Il peut utiliser d'autres stratagèmes, ça peut être d'autres examens, la radiographie ou des examens de sang, pour pouvoir faire la différence entre
le coronavirus, le paludisme, la fièvre typhoïde. Donc, avec ces éléments-là, il peut vous mettre sous traitement rapidement, même si le test est négatif. Donc ça, c'est un message important pour nos populations qui peuvent présenter des symptômes et qui ont des tests négatifs. Et je leur demande de faire confiance au système de santé camerounais. C'est du professeur Hugo Mbachou sur Equinox Télévision concernant cette pandémie de Covid-19. Il faut noter qu'elle a déjà tué environ 523 Camerounais depuis la survenance en février-mars 2020. Le Cameroun qui compte déjà 33 749 cas enregistrés jusqu'ici, 2200 cas actifs, dont 158 se sont internés et 38 sont officiellement sous oxygène, selon les chiffres officiels. Où en est-on avec la construction des autoroutes au Cameroun? Les 60 premiers kilomètres d'autoroute Douala-Yaoundé ne seront pas réalisés avant la fin de l'année 2021. La phase 1 de l'autoroute Edea-Kribi-Lolabé doit être achevée cette année et ouverte à la circulation en octobre prochain. Les différentes annonces viennent des entreprises prestataires. Elles ont été faites lors de la réunion d'évaluation des chantiers d'infrastructures routières en cours au Cameroun. Évocation avec Marcelin Gansop. Plus que 10 mois et les 60 premiers kilomètres de l'autoroute Yaoundé-Douala seront livrés. L'entreprise qui exécute les travaux en a pris le ferme engagement. Sur le terrain, le taux d'avancement semble militer en faveur du respect de la parole donnée. Comme on l'a promis à son Excellence le Président de la République, sera achevé au 31 décembre 2021. Donc l'avancement physique des travaux, on est à 97% par rapport au marché de base. Sauf que, comme on vient d'expliquer, les travaux réellement exécutés, ils sont à hauteur de 120% du contrat de base. Ça veut dire que nous avons besoin d'un financement supplémentaire pour nous permettre de prendre en attachement ces travaux-là et de payer l'entreprise jusqu'à l'achèvement des travaux. Les travaux actuels sont focalisés sur le deuxième lot qui va du PK 40 au PK 60. Le lot 1 étant déjà achevé. Nous avons achevé les travaux de terrassement au niveau de la dernière section du PK 40 à 60. Nous sommes en train de réaliser la couche de chaussée. Donc nous avons attaqué la couche de forme, la couche de fondation, la couche de base qui sont en enrobé. Il nous reste juste d'achever quelques ouvrages de rétablissement et un pont de 60 mètres pour nous permettre de commencer la couche de roulement et le revêtement des accotements. Nous espérons que la prochaine saison pluvieuse sera clémente pour nous permettre de réaliser la couche de roulement. Le prochain défi à relever concernera le raccordement de ces 60 premiers kilomètres à la ville de Yaoundé via Minkwameyos et Colbison d'une part, puis à la nationale numéro 3 via Boumniebel d'autre part. Quant à l'autoroute Kribi-Lolabé, elle doit être ouverte à la circulation au plus tard en octobre 2021. L'entreprise qui réalise les travaux entend les achever en août pour une réception prévue en fin septembre. Reste à lever quelques contraintes liées au déplacement de divers réseaux, la libération de certaines emprises et le paiement des décomptes. Ceux qui passaient par l'axe de l'autoroute avant d'aller d'un point à un autre doivent maintenant passer où? D'où la nécessité de me créer une voie alternative qui répond aux attentes de tous les usagers qui empruntaient le tracé actuel de l'autoroute. Évidemment, l'entreprise peut participer puisqu'elle est la bénéficiaire principale, mais nous ne devons pas en faire une obligation. En dehors des projets autoroutiers, la revue entamée par le ministre des Travaux publics concerne tous les autres chantiers d'infrastructures routières en cours d'exécution sur l'ensemble du territoire. Cette évaluation permet à Emmanuel Ganou Djoumessi de voir ce qui marche, d'apporter des réajustements et de secouer les entreprises là où ça piétine. Ce sont au total une cinquantaine de projets routiers qui seront passés au peigne fin pendant 3 jours à Yaoundé. En bref, à présent, le gouvernement italien confirme ce lundi
la mort de son ambassadeur en République démocratique du Congo. Il voyageait avec un convoi des Nations Unies dans l'est du pays. Et au Niger, second tour de la présidentielle marqué par plusieurs incidents, dont un attentat survenu en pleine campagne de l'élection présidentielle, du moins le second tour. C'est en substance l'actualité internationale dans ce journal, notamment avec le décès de ce diplomate italien survenu en République démocratique du Congo. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Carburant, liqueur et maintenant du gaz. Les Camerounais voient de toutes les couleurs depuis quelques jours. Vous l'avez dit, Serge Alain, ce sont des produits de grande consommation et qui sont ciblés. Cette fois-ci, c'est du gaz domestique qui est régulièrement siphonné dans un entrepôt situé à Yassa, à la sortie est de Douala. De nombreuses Camerounaises ont constaté souvent que le gaz domestique acheté dans une quincaillerie ou une boutique de la place avait un temps assez court d'utilisation, alors que nul ne pouvait savoir qu'il y avait derrière un siphonnage effectué par des personnes véreuses. Et vous avez suivi les autorités administratives qui indiquent qu'il faut remonter la chaîne afin d'identifier ceux qui fournissent ce matériel qui permet ce siphonnage et qui expose les habitations riveraines à de nombreux dangers en cas d'incendie et d'explosion. C'est Jalan. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, c'est Jalan. Rendez-vous demain, 20h.